Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir. L'actualité politique dans notre pays, vous le savez, ce sont les législatives, c'est les élections législatives en cours actuellement dans le pays. À la veille de ces élections, à la veille du dépôt des dossiers, notamment, on apprend que aucun parti politique n'a encore officiellement déposé son dossier. Certaines forces de l'opposition sont en tête-à-tête cet après-midi également avec le chef de l'État, le président Patrice Talon. Et bien entendu, dans la journée, nous avons appris, et vous l'avez également su à travers la rubrique Les échos de nos correspondants, que dans certaines localités de notre pays, il y a eu des manifestations. Nous allons rapidement faire un tour d'horizon, nous allons rapidement scruter ces sujets. Mais déjà, Joël Tchogwe, pour vous qui êtes notre envoyé spécial entre griffes, je parle sous couvert, bien entendu, du rédacteur en chef, pour vous qui donc nous représentez à la Sénat, qu'est-ce qu'on peut déjà retenir de l'actualité de l'autre côté? Puisque je disais tout à l'heure qu'aucun parti politique n'a encore déposé son dossier, est-ce que vous confirmez? Je confirme cette information pour dire que vous savez que depuis le 21 février dernier, le président de la Sénat, à travers une sortie médiatique, a rassuré les partis politiques et puis toutes les autres institutions, pour ne pas dire les autres acteurs, devant prendre part à la compétition électorale, que suivant le calendrier que son institution a eu donc à définir, à concorder dans le cadre donc de ce scrutin législatif du 28 avril prochain, que désormais on peut commencer par déposer les dossiers pendant la durée donc déterminée. Et vous l'avez donc dit, nous sommes aujourd'hui lundi 25 février 2019. Et c'est demain, en fonction du calendrier de la Sénat, c'est demain la clôture. Donc demain, mardi, dès qu'il sonnera 0 heure, demain mardi, ça c'est définitivement fini. Dans la journée de demain? Dans la journée de demain. C'est complètement fini. Et donc, comme habituellement, nous sommes à la Sénat, chaque jour, nous essayons donc de tenir compagnie aux agents de la Sénat. Je dis tenir compagnie parce que quand vous allez à la Sénat, en dépit du communiqué du président qui disait que bon, il demandait au parti ou soit au mandataire de ne pas attendre les dernières minutes pour accourir vers la Sénat, c'est un désert. Autrement dit, il n'y a pas de mouvement il n'y a pas de mouvement à la Sénat. On n'a même pas aperçu l'ombre d'un seul parti politique, ne serait-ce que supplanter les murs de la Sénat. Alors même que quand vous allez à la Sénat aujourd'hui, le staff a pris les dispositions. On a décoré la porte d'entrée au bureau où on doit quand même déposer les listes donc, des partis. Il y a les militaires qui sont disposés, sollicités donc pour assurer la sécurité et l'ordre. Pourquoi pas également pour des questions d'image, parce que quand même nous parlons d'une élection. De toutes les façons, la Sénat joue sa partition, a pris les dispositions et honore ses engagements. Seulement que entre hommes de médias, quand on se retrouve à la Sénat, la discussion essentielle tourne autour de pourquoi jusqu'à présent aucun parti ne s'est donc dirigé vers la Sénat pour déposer le dossier. Et aujourd'hui, par exemple, dans la journée de ce lundi, nous étions dans l'espérance de pouvoir quand même voir ne serait-ce que le tout premier parti qui viendrait déposer, parce que les bruits de couloir faisaient état de ce que le parti FCDB, le parti qui se revendique également de l'opposition de Soumane Toleba, avait déjà annoncé les couleurs, disant que entre ce lundi et mardi, donc demain, la fin donc du dépôt, qu'il viendrait déposer sa liste. Il a confirmé par médias interposés dans le week-end. Donc ce qui a fait que les regards étaient donc braqués sur la porte d'entrée de la Sénat pour voir si ce parti viendrait. Mais jusqu'à l'heure où nous nous mettons sous presse dans cette émission, les dernières informations, nous n'avons pas écho de ce que ce parti est venu déposer les dossiers. Donc finalement, il n'y a pas de parti. Le président de la Sénat,
pour les discussions informelles que nous avons eues avec lui, a dit quand même qu'il s'en tenait à ce calendrier. Le consensus politique qui se déroule certainement au palais actuellement n'engage en rien son institution. Ce qui est sûr, demain, lorsque l'heure sonnera, ils vont refermer la porte, comme se plaît bien le dit la vice-présidente Boko Nadia. Vigile avancé, voilà l'état des lieux à la Sénat, voilà ce qui se passe, les activités. Visiblement, aucun parti politique n'a encore déposé. Comment vous expliquez ça? Est-ce que parce qu'ils ne sont plus aujourd'hui nombreux à donc déposer les dossiers que tout le monde préfère peut-être les dernières minutes pour le faire? Non, ce n'est pas étonnant. Hein. Ça a toujours été la pratique à toutes les législatives. Ça a toujours été le spectacle à la Sénat. Et les commissaires vous diront qu'ils y sont habitués. Et donc, vous savez, cette fois-ci, je vais dire même que ça va être aux toutes dernières minutes hein, que les partis, pour ceux qui sont prêts, vont pouvoir déposer. Et ne vous étonnez pas que certains partis ne puissent pas déposer ou alors déposent malgré la loi en s'accrochant à un espoir quelconque que peut-être on va violer la loi, on va fermer les cieux en acceptant qu'ils viennent compléter le quitus fiscal ou je ne sais plus quoi. Voilà, qui vont quand même créer une première par rapport à la loi. C'est pas évident ce qui se joue. Même on ne croyait pas que le problème soit d'un seul côté non plus. Hein. Pour ce que je sais, pour les nouvelles que j'ai, les républicains comme les progressistes devaient déposer aujourd'hui en principe. Rassurez-vous, ça ne va pas être le cas parce que même encore ce matin, des listes ont été complétées et déposées. Et vous savez qui fera le choix, comment le choix se fera, même si il est dit qu'il est mis en place un comité pour étudier, n'est-ce pas, les dossiers. On sait qui aura le dernier mot, on sait qui fera l'arbitrage. C'est ainsi que ça va se passer. Donc ce n'est facile nulle part, sauf peut-être chez des partis figurants. Vous savez, si on annonce qu'on va pouvoir déposer, oui, comme ça, dans 24 heures, si c'est connu d'avance que ce n'est juste que pour être là, bon, cette liste-là est aussi facile à faire. Vous savez, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on en est là. Et les choses vont être relancées, on attend. Et c'est capital. L'issue, donc, de cette rencontre avec le chef de l'État, cette rencontre qui vise à ce que le consensus se fasse pour défaire certaines dispositions qui compliquent, n'est-ce pas, la compétition. Si le chef de l'État y accédait et que le processus de consensus était enclenché, ainsi, enfin, l'initiative, l'idée était donc acceptée de tous. Vous comprenez que ce que dit le président de l'Arsénat, il n'aura qu'à remettre en cause son calendrier, le réajuster pour que eh bien, les choses se passent autrement. Satouna Diassou, Vigile Avancé évoquait tout à l'heure la rencontre avec le chef de l'État, que cela pourrait changer donc les choses. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui explique aujourd'hui la réticence de ces formations politiques à aller vers la Sénat, déposer le dossier? Je ne pense pas. Pour les partis politiques qui apparemment n'ont pas de difficultés, n'ont pas de problème de récépissé, parce que c'est les partis nouvellement créés qui sont dans ce cas de récépissé, n'ont pas de problème de récépissé, qui auraient fini donc de boucler la liste de candidatures. Je ne sais pas pourquoi il se ferait prier. Et c'est vrai que Virgile a dit que même si on n'est pas de la même formation politique, c'est d'ailleurs ça l'enjeu, on reste dans le suspense. On attend de voir la carte que jouera l'adversaire. Et plus tard, on a la possibilité de jouer la sienne. Mieux c'est, rappelez-vous, pour la présidentielle de 2016, à quelle époque on a eu droit à ce historique dépôt de candidature du candidat soutenu par le trio FCBE, PRD et RB. Nous étions, sauf erreur de ma part, le 12 janvier, dans cette soirée-là, où des photos ont commencé par circuler d'abord sur les réseaux sociaux montrant Léa Rivinaon, Soglo, Adrien Mbedji, aux côtés de Lionel Zinsou, avant que du côté de la Commission électorale nationale autonome, qu'on constate que ce logo ne soit découvert.
par les Béninois. Donc c'est dans les ultimes minutes que les adversaires potentiels, si on était au football, je parlerais de carré d'as, ce qu'on pourrait retrouver dans les calculs quand on voudra les faire, ce qu'on pourrait retrouver en tête. Ce n'est que souvent dans les dernières minutes, dans les dernières heures, qu'ils font leur éruption sur le terrain de jeu pour essayer. Tout est aussi psychologique dans ça. Rappelez-vous, puisque j'évoquais cette soirée du 12 janvier, quand à la Commission électorale nationale, les Béninois ont découvert ce logo, psychologiquement, c'est que la présidentielle de 2016 était déjà gagnée, si on devrait s'en tenir à ça. Donc, le combat, s'il faut l'appeler ainsi, est oui, dans les urnes, mais commence bien avant les urnes. Commence avec ceux-là qu'on affichera, puisque nous sommes dans le cadre législatif, ceux qui se retrouveront sur différentes listes. Quelles sont ces listes-là? Nous avons déjà une idée de celles qu'on pourrait avoir du côté de la mouvance présidentielle, mais de l'opposition. Tout reste encore à voir. Vigile évoquait la rencontre de ce soir. On pourrait analyser autrement ce que vous appelez réticence, ce manque d'engouement apparent qu'on note au niveau des partis, c'est que nous n'avons plus le même paysage politique qu'avant. Nous n'avons plus le même paysage politique que lors des dernières législatives, que lors de la dernière présidentielle. Nous avons un paysage politique un peu clairsemé, vu la nouvelle charte des partis politiques qui a obligé certains à ne plus se fondre cette fois-ci en alliance, mais en parti. On sait déjà les partis qui sont déclarés à jour par le ministre de l'Intérieur. Donc apparemment, on sait qu'on n'aura pas une vingtaine de listes pour ces législatives. Pour le moment, il n'y a même pas la possibilité d'avoir une dizaine, parce que de ceux qui ont déposé le dossier cités par le ministre de l'Intérieur, beaucoup se sont vus notifier une non-conformité. Donc le peu qui reste prend certainement son temps. Encore que quand on va rentrer à l'interne de ce peu, parlant des partis de la mouvance, il y a comme le suspense aussi qui se joue. Jusqu'hier, à quelques minutes d'entrer dans ce studio, on me contait l'anecdote de quelqu'un qui a découvert qu'il ne sera pas candidat et qui aurait fait qui aurait fait une crise dans ce camp-là. Gilles le disait, peu sont appelés, c'est ça on dit, non? Beaucoup sont appelés, peu d'élus. Mais peu d'élus. Je suis plus chrétien que vous. Vigile évoquait également l'aspect peut-être fantaisiste de certaines formations politiques, c'est-à-dire qui n'ont pas autant, il n'y a pas autant d'enjeux, ceux-là peuvent se précipiter pour vouloir déposer. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette réforme-là, on peut encore parler de candidature fantaisiste? Je ne vais pas citer de nom de parti pour ne pas en dénigrer. Nos tests nous l'interdisent, surtout en cette période. Quand je parlais de ce qu'on pourrait retrouver dans le Caridas, on peut évoquer ça également pour les législatives. Parmi ceux que nous avons, il y en a qui partent avec un pied cassé, qui ne sont même pas sûrs, même en allant déposer leur dossier, ou bien qui sont sûrs en allant déposer leur dossier, qui ne peuvent même pas mobiliser les 10% qui sont demandés dans la nouvelle charte des partis. Ils ont rempli les conditions, ils payent 250 millions 49. Oui. Bon, 249 millions pour être précis. Bon, on dira que ce n'est qu'un million qui sépare, mais c'est quelque chose. Allez-y voir, nous sommes dans l'arène politique. Il peut y avoir, quelqu'un le disait hier sur le plateau, de partis jaunes, de partis qu'on suscite pour quand même essayer de varier les couleurs qu'on aurait, pour donner l'impression d'avoir droit à un match qui oppose réellement des adversaires, pour donner l'impression de ne pas avoir droit à un match amical. On peut avoir les choses dans ce sens. Moi, quand on dit dépôt de dossier à la Sénat, il y a certaines personnes, même quand elles auraient déposé le dossier, je ne sais pas si j'accorderais un intérêt particulier à ce dossier qu'ils auront à déposer qu'au dossier que beaucoup d'autres déposeront. Nous savons qui sont ceux qui feront le débat sur le terrain, qui feront le challenge sur le terrain, qui feront le combat sur le terrain. Et ce sont eux que nous attendons. Bon, si je disais qu'aucun de ne s'est encore présenté, je n'aurais fait la fixation sur aucun parti,
parce que juste là, aucun parti n'a encore déposé. Joël Tchoué, est-ce que vous ne voyez pas que cette manière donc de garder le suspense attise davantage les nerfs ou donc rend plus ou moins, puisque vous l'auriez constaté aujourd'hui par exemple, il y a eu plusieurs réactions dans certaines villes, donc c'est dire quand même que la population attend de ces formations politiques une certaine réaction qu'ils ne voient jusque-là pas. Bon, ça me fait un peu sourire quand je repense à ce que disait Saturnin, le monsieur qui a fait une crise juste parce qu'on lui a dit qu'il ne serait pas sur la liste. Ce monsieur qui a quand même tout donné, nous gardons de donner son nom. Non, vous savez, quand on le dit, c'est quelqu'un de la mouvance. C'est clair. Donc, qui a fait une crise et c'est pratiquement 8 heures après qu'on a découvert qu'il était donc en crise. Et rapidement, on s'est occupé de lui. J'espère que ce de quoi vous parlez ne va pas également plonger d'autres dans la crise. Parce que... Ce qui est sûr, il y a beaucoup qui feront nuit blanche ce soir. Oui, c'est clair. Parce que c'est demain... le dépôt, voilà, la date butoir. Voilà. Je pense que nous sommes dans... Pas nous sommes. Les acteurs politiques sont dans l'anxiété. Et c'est clair pour moi que plus le suspense dure, plus on s'approche de la date butoir, plus l'adrénaline monte, la tension monte, ceux qui doivent faire des crises en feront, et d'autres qui actuellement ont tout vendu, se sont même endettés. Ça, c'est ce qu'on ne dit pas suffisamment, parce qu'avec cette réforme du quitus fiscal, lorsqu'on est rentré dans la base de données et qu'on vous inflige, on vous inflige 700 millions à payer, 400 millions par ici, et que vous tenez coûte que coûte à aller à l'Assemblée pour une 8e ou bien une 1e fois, vous allez vous endetter. Et croyez-moi, ce ne sont pas des exemples qui en manquent. On se garde juste de les donner. Il y en a qui s'endettent juste pour pouvoir avoir le quitus fiscal, mais à la fin, ils ne l'ont pas. Ils ne sont même pas sûrs, à l'heure où nous parlons, que leur nom figurera donc sur la liste demain. Donc, les acteurs politiques aujourd'hui sont dans l'anxiété. Vous voyez un peu, je ne veux pas prêter d'intention à ceux qui ont pris l'historique décision de dire je renonce à la candidature, donc je prends ma retraite politique, je me retire du jeu. Je ne veux pas leur prêter d'intention. Mais posez-vous la question, posons-nous la question de savoir quelles sont les réelles motivations qui sous-tendent cette décision. Est-ce que c'est vraiment parce qu'on veut laisser vraiment la place aux jeunes? Est-ce que c'est vraiment parce qu'on veut promouvoir la femme en politique? Est-ce que ou bien c'est parce que les gens savent que s'ils veulent être candidats, c'est sûr qu'ils auront à payer des impôts sur des années, des impôts vraiment extraordinaires. Je pense qu'il faut pouvoir continuer par s'interroger. Si le quitus fiscal peut aider d'autres à dégager le plancher, tant mieux. Pour laisser place à d'autres jeunes, tant mieux. Mais je constate que les acteurs politiques, jusqu'à l'heure où nous parlons, sont dans l'anxiété. Et vous les voyez, même si vous avez la chance d'être peut-être dans les encablures de ces députés-là, ils ne dorment plus pratiquement à la maison. Et tous les matins, vous les voyez, ils sortent. C'est pour rentrer vers midi. Vous espionnez pratiquement. Non, mais non. Écoutez, ce n'est pas de l'espionnage. Il se fait que je le dis toujours, les acteurs politiques ne sont pas des extraterrestres. Ils ont des maisons. D'ailleurs, les maisons pour lesquelles ils doivent payer des impôts. Ils sont dans nos quartiers. Ils sont dans nos quartiers. On est parfois dans les mêmes maisons. Les mêmes maisons. Ils sont des amis. Donc, vous les remarquez aisément. On se salue. Parfois, pour ceux qui vous reconnaissent comme étant des journalistes, vous avez... oui, vous salue. Comment ça va? Mais pas certains... Parfois, à cœur ouvert, voilà, il parle avec vous. Mais pas que... Il plaidé pour nous. Mais bon, il parle avec vous. Mais bon, moi, comme je me plais bien ces derniers temps, quand je vois un député, je dis honorable bonjour. Il dit bonjour. Ah, le quitus fiscal est à jour. Bon, c'est la question que je pose. Et le monsieur, parce que vous savez que c'est ça qui pourrait... mais le monsieur ne sort pas, il dort plus à la maison. Le matin, il sort. Alors, qu'un d'entre eux ne va pas vous gifler. Non, pas du tout. Donc, pour finir sur la question, voilà, je pense que le suspense est légitime parce que, figurez-vous, même au sein de la mouvance où nous disons aujourd'hui que tout est prêt, parce qu'il n'y a pas de choses là, on continue de voir qui positionner, dans quelle circonscription, quel dinosaure il faut peut-être garer, qui sera donc le remplaçant, et tout ça c'est quand même du jeu. Et n'oubliez pas aussi que si on se précipite pour déposer
tout de suite les listes, peut-être déjà 4 jours, bien 5 jours avant, il y a de forts risques que les déchus alimentent la fronde à l'interne en même temps, puissent affûter les armes pour combattre, soit avec l'opposition, soit maintenant rester à l'interne, mais éroder le panier. Donc tous ces calculs-là sont faits, et c'est pourquoi le leader de la mouvance, le chef de l'État, peut-être certainement, il joue sur, il fait donc de l'usure du temps, il faut le dire comme ça, avec ses lieutenants, Bruno Amoussou, Abdoulaye Biotchane, dont les leaders républicains ou bien progressistes, ça peut s'entendre. Seulement, les partis de l'opposition aujourd'hui, eux, ils jouent actuellement le sort au palais de la République. Si vous permettez, Louis, je voudrais quand même attirer l'attention sur quelque chose, un argument, un aspect des choses qui pourrait faire tomber cet argument qui a été avancé par les députés entre-temps, quand on disait 249 millions, et ils disaient que 249 millions, ça fait 3 millions par député, par candidat. C'est jusqu'à l'heure actuelle, sur les listes qui s'annoncent, on n'a aucune idée de qui est positionné réellement ou qui n'est pas positionné, alors que nous sommes à la veille de la clôture de dépôt des dossiers. À quel moment ces candidats qui sont positionnés seront fixés? Non, mais pourquoi vous les prenez trop au sérieux? C'est Joël qui dit non, c'est l'effet somnifère. Ça, c'est la parole de l'effet somnifère. Non, à quel moment les gens vont découvrir, alors vont savoir qui sont réellement positionnés et mettre la main en poche, payer les 3 millions, qu'on fasse la somme et avoir les 249 millions pour un député saturnaire, bon, je pense que c'est... Vous avez dit un député pour un candidat positionné. Ah oui, pour un candidat. Il saura qu'il est positionné quand pour débourser ces 3 millions. Non, je peux vous rassurer que... Je peux vous rassurer que... Après avoir payé ses impôts Mais je peux vous rassurer que, pour ce que Saturnet dit, oui. Et quand vous discutez un peu avec... puisque nous faisons de la prospection psychologique avec ces acteurs politiques-là, nous sommes à la recherche de l'information. On dit, dans chaque état-major, on leur demande, si on te soupçonne d'être, comment vous le dites? Débiteur. Voilà. Non, pas débiteur. Candidat. Voilà. Candidat. Si vous êtes dans la prédisposition d'être positionné sur la liste, il y a des appels à gauche et à droite qui viennent à vous et vous disent, écoutez, préparez votre dossier et attendez calmement. Si finalement à la veille vous vous retrouvez sur la liste, on vous demande juste de verser le dossier et c'est tellement les 3 millions. Vous avez dit Mais, oui, non, mais je ne sais pas si c'est quelqu'un qui va payer à sa place, mais Vigile Lavançais, peut-être que c'est ce qui reste à faire ce soir. Est-ce que dans ce contexte-là, Vigile Lavançais, est-ce que dans ce contexte-là, la réforme n'a pas, je veux parler de la réforme du système partisan, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'elle a échoué, puisque l'objectif, c'est que ce soit les partis politiques qui portent ces candidatures, ou du moins que chaque militant puisse contribuer. Mais aujourd'hui, on a l'impression que on tarde parce qu'on peut trouver la cagnotte quelque part et donc aller déposer pour la candidature. Je croyais que vous voyez depuis longtemps, on était en train de vivre donc les faiblesses de cette réforme électorale. On était en train de vivre, écoutez, Boko Haram, écoutez, aujourd'hui, n'est-ce pas, un des rescapés indirects, n'est-ce pas, des djihadistes. Les djihadistes peuvent financer aussi des élections. Tant que la réforme du système partisan n'a pas précisé, n'est-ce pas, où est-ce qu'on va trouver l'argent pour financer le financement? Oui, des partis politiques. Mais préciser, quand vous êtes à l'Assemblée nationale, vous avez une certaine assise au plan national. Mais il y a le financement public. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. 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 Ça veut rien dire. Et eux-mêmes ils savent. Et quand on leur a posé la question, ils ont dit non, ça va venir après. Alors que ça aurait dû être le principal. N'est-ce pas? Parce que regardez toute cette lutte qu'on fait contre la corruption, l'argent en politique, et tout, etc., etc. Si on ne détermine pas d'où l'argent peut venir, à quoi ça peut servir. Et quand vous êtes adhérent, on vous dit de payer. Mais ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Oui, on devrait payer, je suis d'accord. Oui. Mais c'est si les jeux sont justes. Moi, je peux aller chercher mon argent chez les djihadistes, histoire peut-être de les aider. Encore que vous n'avez aucun lien avec... Je n'ai aucun lien, c'est un exemple. C'est un exemple, c'est pour vous dire que c'est tellement grave, ce que nous faisons dans le pays. Que quand je dis djihadiste, oui, c'est le plus fort, mais tout à fait, même le crime ou les crimes de sang, ça peut financer aussi la politique et ça se fait dans d'autres pays. Donc, les arguments du genre, oui, chaque candidat va sortir 3 millions, mais c'est des histoires. C'est des arguments pour vouloir faire passer la pilule, et quand vous ne parlez, sachant vous pas que c'est eux-mêmes eux-mêmes. À ceux-là, ces candidats dont vous parlez,
qui disent qu'ils vont payer les 3 millions, chacun devient subitement fonctionnaire quelque part. Non, subitement. Pour trouver ce financement. Oui, chacun devient fonctionnaire. Il y a un potentiel candidat qui actuellement séjourne dans la partie septentrionale du pays, qui quelques jours m'avait contacté pour me dire qu'est-ce qui se passe, comment les choses se dessinent. Voilà ce qui se passe. Il me dit, je voulais prendre des nouvelles parce que je suis candidat. Il dit, ah bon? Oui, je suis candidat sur telle liste et j'attends, je suis en train de voir et tout. Quand j'en parle, je me projette, je me dis, mais est-ce que c'est quand, comme je le disais tout à l'heure, quand on va le toucher pour lui dire attention, il a déjà déposé ce dossier, il a tout versé, sauf la caution des 3 millions. Donc il attend juste la fumée blanche, comme on le dirait, pour savoir si est-ce quand on lui dira que le versement des 3 millions serait le dernier acte qui viendra accomplir en espèce, encore que jusqu'à ce soir où je vous parle. Il y a même des personnes qui sont soupçonnées d'être candidates, candidates donc, mais pour le quitus fiscal, c'est là le gros problème. Parce qu'on peut supposer que les 3 millions sont thésaurisés quelque part, ou juste qu'on va dire, bon, donner les sous, le monsieur va se rendre à la banque pour les chercher. Mais il y a vraiment un boulevard des opinions. Il y a des personnes qui disent... Il va envoyer pas mobile money. Oui, il y a des acteurs politiques qui disent par exemple que nous écoutons Joël. Eux, ils attendent d'être sûr que leur nom se trouve sur la liste avant d'aller payer ce qu'on leur a imposé aux impôts. Je me demande maintenant, puisque nous sommes à la veille, comment est-ce qu'ils auront le quitus quand est-ce qu'il aura l'information que son nom est vraiment sur la liste? Quand est-ce qu'il aura le temps d'aller aux impôts, voir le DG pour payer les impôts? Et quand est-ce qu'il va finalement avoir le quitus fiscal? C'est une question qui se pose. C'est une question qui se pose. Et nous savons que ce n'est pas seulement au sein des états-majors des partis politiques qu'il y a cette tension-là, puisque au sein de la population également, on sent quand même une certaine ferveur. Ils participent à la chose politique. Ils sont dans les élections. Ce sont eux qui, après tout, iront choisir X ou Y à l'Assemblée nationale. Et Vigile Avancé, il y a ce communiqué du maire de Parakou que nous avons retrouvé sur les réseaux sociaux. Je vous donne lecture rapidement de ce communiqué. Le maire de la ville de Parakou communique au regard du climat social actuel et dans le souci de la préservation de la paix sociale. Les manifestations publiques à caractère revendicatif sont interdites jusqu'à nouvel ordre sur toute l'étendue du territoire de la commune de Parakou. La présente mesure vise la protection des biens et des personnes pendant cette période de perturbation sociale. Ensemble, nous pour construire Parakou. Vous en dites quoi? Un communiqué du genre qui sort pour recadrer les choses. On a vu dans ce pays le maire de Boycon qui, à la veille des examens, a sorti également un communiqué pour dire plus d'écran géant dans ma commune. Il y a ce maire également qui sort un communiqué pour... Et nous avons également on a assisté ce matin ou dans la journée d'aujourd'hui à des manifestations un peu partout dans le Bénin. Est-ce que ce communiqué ne vient pas à point nommé? Vous comparez deux mails et deux situations différentes. Tout à fait. Si je peux me permettre, il y a un à qui on veut donner le bon Dieu et l'autre à qui peut-être le bon Dieu va lui dire mais vous m'amenez où là? Ça veut dire quoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pourtant c'est vous qui le dites. Pourtant c'est moi qui le dis. Il est sûr que le maire de Parakou, je ne vais plus vous le nommer, c'est Charles Toko. Tout à fait. Je ne vais plus vous décrire son profil. Il est clair que son arrêté, vous avez dit, son communiqué n'est pas gratuit. Son communiqué n'est pas sans faire référence, n'est-ce pas, à l'actualité. Aux manifestations, d'ailleurs, ça date de quand ce communiqué? Ce communiqué, je vois rapidement, c'est le 25, le 25 février 2019. Le 25, c'est-à-dire aujourd'hui. Voilà. Donc, comme nous, Charles Toko est au Bénin et il a eu écho de ce que il a eu des manifestations, des tentatives de manifestation. Et à Porte-Nouveau, et à Alada, et à Tchaourou, et où j'oublie encore. Et donc, peut-être Parakou est resté paisible et il veut préserver cette paix-là. Et vous comprenez que, oui, Charles Toko, mais on a dit, donc, officiant également pour un camp donné, veut également préserver sa ville. De mon point de vue, c'est ça. Est-ce que
dans cette période-là où on parle d'élection, une période d'effervescence, par excellence, tout à fait. C'est un peu contradictoire. C'est un peu contradictoire. C'est un peu contradictoire, même si je vois vraiment le sens de vouloir préserver la paix, préserver les infrastructures de la ville, oui, ce qui est légitime. Mais dit que, bon, on ne doit pas manifester. On ne peut pas refuser. Je suis pourquoi il faut manifester? Pourquoi il faut manifester? Pourquoi il faut nous manifester? Sommes en période, ça dépend de ceux période électorale. Ceux qui prennent l'initiative. Nous sommes ici il s'agit de faire des propagandes, de sensibiliser les gens par rapport à votre vision. Pourquoi se soulever pour dire... Je sens que vous avez voyagé aujourd'hui. Vous venez ce soir de Paris peut-être. En tout cas, moi j'étais à Porto-Novo aujourd'hui par exemple. Et j'ai été pris par hasard dans la manifestation. Je sais pourquoi les manifestants étaient dans la rue. Je sais ce qu'ils disaient. Je connais l'objectif de ça. Donc, pourquoi ils manifestaient? Eh oui, ils ont une raison, n'est-ce pas? Donc, ils n'étaient pas là pour la sensibilisation ou ne réclamaient pas la sensibilisation. Pour vous donner cet exemple-là. Oui. Donc, tout dépend, n'est-ce pas, des manifestations. Tout dépend de la conduite du processus. Et ça également, c'est démocratique, on va dire. Moi, j'ai aimé une chose à Porto-Novo ce matin. En tout cas, pour ce que j'ai observé, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de feu, il n'y a pas eu de pneus brûlés. Oui, ceux qui aiment la musique, il avait de fanfare. Ah. Je ne dis pas qu'il doit parler de tout argent. Donc, il y avait de fanfare, il y avait la bonne ambiance. C'était aussi la fête. Donc. Mais l'ambiance revendicative, par exemple. Donc, ça également, c'est la démocratie, c'est l'expression, n'est-ce pas, de la volonté du peuple, quoi. Voilà. Le maire Charles Toko veut éviter à sa commune ce qui se passe peut-être, ou ce qui s'est passé, je veux dire, aujourd'hui, par exemple, à Porto-Novo ou Tchaourou. Parce qu'il lui appartient de prendre cette décision. Je crois que les spécialistes du droit viendront nous le dire, parce que ça ressemble à un état d'urgence que Charles Toko est en train de décréter à Parakou. Et nous savons que pour décréter l'état d'urgence, il faut qu'on soit dans certaines conditions, et ce n'est pas tout le monde qui décrète l'état d'urgence. Il faut qu'on soit en présence de certains éléments. Donc, est-ce qu'il appartient à Charles Toko de décréter l'état d'urgence dans la ville de Parakou, avec ce communiqué qui dit toute manifestation à caractère revendicatif est interdite, parlant de manifestation. Cela voudra dire que même si c'est propre, les travailleurs de l'hôtel de ville de Parakou veulent organiser un sit-in, ils ne pourront plus le faire. Même si vous avez déclaré une marche, parce que nous sommes dans un régime déclaratif, ne l'oublions jamais. Même si vous aviez déclaré une marche pour dire, bon, monsieur le maire de la ville de Parakou, nous venons déposer la préfecture d'abord, la mairie, nous venons déposer ces déclarations à vous, annonçant une marche, nous sommes aujourd'hui lundi pour jeudi. Charles Toko dira, votre marche est interdite. Comme si les gens venaient pour prendre une autorisation et non pour faire une déclaration. Est-ce qu'il a le pouvoir de le faire? Je pense que non. Je le dis pourquoi? Parce que, parlant d'expérience, je crois dans quelques communes du Bénin, il y a une qui me vient en tête là, où il y a par exemple des associations de parents d'élèves qui ont prévu même tenir une réunion, et qui a eu une autorité communale qui s'est prononcée, qui a dit que votre réunion, votre rassemblement est interdit, et que la Cour constitutionnelle a été saisie, je crois à l'époque, elle s'est prononcée et a débouté l'autorité communale en disant, monsieur le maire, il ne vous appartient pas de prendre ce pouvoir, de prendre sur vous ce pouvoir d'interdire ce que vous êtes en train d'interdire là. Et je l'ai dit, on sait dans quel esprit Charles Toko est. Porto-Novo, c'est loin de Parakou, comme Malada n'est pas Tchaourou. Tchaourou, c'est aux portes de Parakou. Et de Tchaourou à Parakou, on connaît un peu la tendance. On sait qu'à Parakou, c'est aussi la ville dans laquelle on peut retrouver les militants d'un parti, un parti qui aujourd'hui n'a pas encore de certificat de non-conformité. Pour que ça prenne, pour qu'il y ait contagion, parce qu'on peut parler de contagion, il y a eu Porto-Novo d'abord, et puis après on a dit Paf, Tchaourou a pris, Paf, pour qu'il y ait contagion, c'est vite fait. Est-ce que cette mesure lui garantit l'atteinte des objectifs qu'il s'est fixés en se le disant? Parce que n'oublions pas une chose, c'est pas en brisant le thermomètre qu'on fait chuter la fièvre, qu'on fait chuter la température. Lorsqu'à des moments donnés, les gens se sentent opprimés,
Et parce que une autre forme d'oppression, j'ai parlé tout à l'heure de dépôt, si ceux-là avaient déposé, à Parakou par exemple, on dépose une déclaration de marche ou de manifestation, le maire disait non. Ceux qui l'ont déposé peuvent chercher à braver son autorité et dire bah, il ne vous appartient pas de le faire. Est-ce que cela faisant, il aurait réglé un problème ou est-ce qu'il Ils auront également la police sous le dos, puisque vous avez vu la sortie du DGPR Nazer Ounokwe cette semaine. Même le DGPR Nazer Ounokwe, quand il parlait, a dit il faut déposer la déclaration. Si vous déposez votre déclaration et puis dans les règles de l'art, paf, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Si lui, le maire, il dit bon. Mais voilà, le maire, avec déjà sur ce ton, ne peut pas autoriser. Est-ce qu'il lui appartient d'autoriser ou de refuser? On dit il appartient à ceux qui organisent de l'informer. Et lui dit qu'il veut autoriser. Nous sommes toujours dans le même régime. Il est informé, mais il trouve que le contexte ne s'y prête pas. C'est quoi le contexte qui justifie ça à Parakou? Le contexte électoral, bien entendu. Non, est-ce qu'en période électorale, cela interdit? Vigile a dit tout à l'heure qu'à Porto Novo, il n'a pas vu de casse, même si à Porto Novo, c'était pas formellement déclaré, formellement donc autorisé, si je dois utiliser encore cette expression qui est combattue sous notre régime parlant des manifestations. Et pourtant, donc, Porto Novo n'a pas pour autant pris feu. Quand on se retrouve en situation, si permettez que j'utilise le terme de crise, il faut savoir comment faire pour endiguer la crise, pour qu'il n'y ait pas explosion. Et chaque acte que nous prenons, chaque décision que nous prenons peut participer donc de cet apaisement, de la tension qu'il y aurait, comme peut également rallumer le feu. Les gens peuvent voir ça maintenant et demain chercher à le défier. Non, moi je crois que c'est même incitatif, un tel communiqué. Voilà, les gens peuvent chercher à le défier. Incitatif, surtout que c'est Parakou. Parakou fait quand même partie des circonscriptions à haut risque. Des circonscriptions de tension. C'est vous qui appréciez. Il suffit que Boni Yaya atterrisse dans la ville demain. Joël Chogwe, est-ce que cette mesure préventive du maire Charles Toko peut contribuer à quelque chose? Mais ce n'est pas une mesure préventive. C'est un acte de provocation. C'est comme ça, puisque vous l'avez su rappeler quand même le contexte. Actuellement, nous sommes en période électorale. Et en période électorale, les envies, les problèmes, ça s'éclore plus rapidement. Les difficultés plus, pour que ça puisse s'enliser, c'est rapide en réalité. Ça voudra dire que l'électeur, le citoyen électeur, la population, les populations qui sont quelque part à Tchaourou, à Parakou, à Porto Novo, à Alada, pour maintenir donc à ces villes, une certaine partie ayant contenu jusqu'ici des frustrations, parce que n'oubliez pas, un régime ne fait jamais du bien à tout le monde. Quand vous venez vous gérer, vous avez toujours ceux-là qui vont donc vous adouber et d'autres qui vont dire on ne se reconnaît pas dedans. Et la période électorale, c'est au cours de cette période-là notamment que on exprime, on laisse, vous avez pas de propagande, les gens vont mettre quand même ce temps à profit pour jeter donc diatribe sur le gouvernement, pour faire campagne pour battre campagne pour leur formation politique et tout. Et nous sommes dans ce contexte-là et les gens veulent manifester et le maire de la ville de Parakou, il dit qu'au nom de la paix sociale, qu'il interdit les marches à caractère revendicatif. Je me rappelle que à Cotonou, le préfet, désormais le préfet d'alors Modeste Toboula, le préfet de Mistrité comme vous allez même arrêter des souris. Non, je fais que restituer ce que j'ai lu. Donc je disais que à Cotonou, il peut devenir préfet disciplinaire parce que la prison elle est vaste. Ah bon, il est en prison. Nous ne changeons pas de sujet. Le préfet Modeste Toboula, le désormais ancien préfet Modeste Toboula, avait déjà pris un arrêté préfectoral pour interdire les marches à caractère revendicatif, débouté par la suite par la Cour. Ne l'oublions pas. Saisi, la Cour finit par dire, monsieur le préfet, vous avez outrepassé donc vos prérogatives, vous ne pouvez pas, parce que c'est de la discrimination. Ça vous a dit simplement quoi? Il suffit que vous, riches, l'envie vous prenne donc d'aller organiser une marche de soutien à un régime.
ou bien un soutien... C'est pas revendicatif, c'est non, voilà. Oui. Ou comme on a vu le PRD, le grand PRD, désormais c'est ça, non? Le grand PRD organisé dernièrement, parce que quand l'arrêté avait toujours fait, le PRD a organisé des manifestations disant, il y a des expressions dans le temps, on a dit, bon, c'est pas marque de soutien, mais c'est pour reconnaissance, voilà. C'est des marches qui ne font pas de bruit, qui ne cassent pas. Donc, ce sont des marches. Mais qui vous a dit que vous-même vous l'avez expliqué, à Porto Novo, qu'est-ce qui a été cassé? Les gens ont même pris fanfare pour danser, même si c'est des danses de colère. Vous comprenez? Non, mais vous savez qu'il y a des danses de colère. Ah bon? Quand vous interrogez même... Non, quand vous interrogez même la je sais qu'en milieu fond, on parle du Adaron. Voilà, il y a du Adaron. Voilà, bon, c'est un anthropologue en Allez-y, Joël. Donc, vous pouvez danser et exprimer votre colère sans faire de casse sur votre chemin. Sans tomber sur les gens. Sans tomber sur les gens. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, à Porto Novo, Vigile qui a vécu la manifestation, l'ambiance des revendications aujourd'hui, nous dit qu'il n'y a pas eu de casse. Et jusqu'à présent, le DGPR n'a pas dit qu'il y a eu des casses à Porto Novo et qu'on doit arrêter donc des gens. Donc moi je pense que quand on le fait, ça veut dire que c'est une mesure à double vitesse. Donc à Parakou demain, si des gens veulent marcher pour dire nous soutenons les actions du maire Charles Tokor, il va autoriser. Pour reprendre l'expression que moi-même je combats d'ailleurs. Il va l'autoriser. Mais si quelqu'un dit, je ne me reconnais pas, un peu comme Saturnin le disait, des fonctionnaires de la mairie se sentent lésés dans leurs droits, dans le contexte actuel, même les citoyens, ils ne peuvent pas le faire. Nous sommes dans quel pays? Le Bénin? Nous sommes dans quel où pays? Nous risquons peut-être, comme je le dis, je me peux bien le dire, et encore une fois, c'est peut-être des somnifères on va prendre, et se réveiller le lendemain, retour dans un autre Bénin, à Parakou. Vigile avancé dans un contexte où aucun parti politique ne se presse ou donc a envie peut-être encore de déposer son dossier pour les prochaines élections, et on sent de l'effervescence au sein de la population. À quoi allons-nous assister finalement au cours de cette période électorale, lorsque la campagne à proprement dit par exemple va commencer? C'est les élections des suspense. Suspense déjà dans l'organisation, ouvrez grand les yeux, ouvrez grand les oreilles également et observez, parce que je vous dis, il y a beaucoup de déterminants qui ne sont pas encore clairs de mon point de vue. Vous avez vu les manifestations aujourd'hui par exemple, vous avez vu les manifestations, mais imaginez un instant qu'on dise que les dés sont pipés, que bon, la porte du paradis ou de l'enfer est définitivement fermée sur une frange des politiciens, sur l'opposition, pour ne pas chercher les mots, par exemple. On ne sait pas quelles pourraient être les réactions des populations. Oui. Est-ce que ça peut arriver? On ne sait pas si les élections vont s'organiser dans la paix, comme on en a l'habitude juste là. C'est à côté de nous qu'on entend qu'on a volé les urnes, qu'on a brûlé, saccagé des bureaux de vote. On ne voudrait pas une telle ambiance électorale au Bénin, par exemple. Mais si il y a comme une certaine exclusion, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, est-ce qu'on peut prédire de ce qui adviendrait? Donc c'est compliqué à dire. C'est pourquoi je vous dis, oui, peut-être, j'ai dit ouvrir les yeux, les oreilles aussi, mais peut-être grandement la bouche aussi pour s'adresser au bon Dieu, adresser vos prières. Je ne sais pas. Et ça, c'est peut-être nous tous. Hein. Pour Vigile avancé, il y a encore du suspense. Est-ce que vous voyez à quoi on peut, ou qu'est-ce qui peut arriver dans les toutes prochaines heures? Vous n'êtes pas un devin, mais je vous pose bien la question. On cite un élément déjà, la rencontre avec le président de la République. C'est vrai que tout à l'heure, quand j'ai vu le décor, j'ai essayé de faire un peu du phare pour savoir si quelque chose pourrait sortir de ce côté-là. Le président de la République qui s'entoure de son ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur, ça peut être les couloirs par lesquels on va chercher à s'exprimer. Le ministre de l'Intérieur, oui, c'est lui qui doit délivrer le fameux certificat de mise en conformité refusé à certains partis. C'est lui qui a sous son autorité les forces de l'ordre, les forces de sécurité du Bénin. Et le ministre de la Justice pour être là pour garantir l'application des textes que nous avons. Le chef de l'État peut opposer à ceux qui sont devant lui des règles. Ce que disent les textes, est-ce que c'est respecté?
Si ce n'est pas respecté, pourquoi voulez-vous alors qu'on change les règles du jeu? Encore que la séance de ce soir elle-même n'est pas habilitée, à mon avis, à prendre de grandes décisions. Parce qu'elle n'est pas élargie à toutes les forces politiques du pays, comme il est demandé quand on veut prendre ces décisions pour modifier. La séance de ce soir n'a pas le pouvoir, à mon avis, de même dire on prolonge le délai pour le dépôt des dossiers. Pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'on convoque l'ensemble de la classe politique du pays pour en parler de concession. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On suspend l'horloge comme on le ferait à l'Assemblée nationale pour voter certaines lois, ou bien quand on se retrouve dans certaines conditions. On se pose la question, on attend les conclusions de cette séance-là pour savoir si, le suspense dont parle Virgile va continuer ou s'il sera levé. De toute façon, inexorablement, à la Commission des droits nationaux autonomes, le chrono se poursuit. Les partis de la mouvance présidentielle qui ont déjà leur certificat n'auront pas de réponse, n'auront pas de raison pour dire nous ne déposons pas de dossier. On ne va pas s'attendre à ce que ces partis disent nous nous montrons solidaires des partis de l'opposition qui n'auraient pas encore reçu leur certificat de mise en conformité. Et a priori, on pouvait quand même attendre de ces formations politiques, même de la mouvance, c'est-à-dire une réaction comme quoi on ne peut pas aller à une élection sans opposition. Enfin, vous êtes, je ne dirais pas à Hollywood, mais vous êtes à Hollywood. Si vous allez dans une de la politique fiction. C'est déjà ça, si on reste dans la stratégie politique, votre adversaire, vous avez, même quand vous avez un match de football avec une équipe, ça arrive en cas de force majeure. Si vous arrivez sur le terrain, on vous dit que votre adversaire n'est pas là et qu'il y a possibilité de signer un forfait, vous aurez économisé de l'énergie et vous savez que vous avez pris 3 points. Vous avez pris 3 points. On a des acteurs politiques de la mouvance aujourd'hui qui ne sont pas du tout d'accord. Ils sont un peu déjà, nous sommes dans un contexte où on vous dit que l'opposition. Nous sommes dans un contexte où on vous dit qu'il y a un parti de l'opposition tout au moins. Ils sont frustrés, ils l'ont dit où? Nous sommes dans un contexte où on vous dit qu'il y a au moins un parti de l'opposition qui a eu son récépissé. Donc si ce parti, comme Joël l'a annoncé... Quel parti? Vous parlez du FCDB? On vous dit que le parti... S'il vous plaît, on ne va pas en citer. Non, on va pas... Est-ce que vous savez ce que moi je veux dire? Vous savez, moi je suis journaliste, je cohabite avec les hommes politiques, les acteurs politiques, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et donc, si, je ne sais pas, les médias internationaux venaient au Bénin pour vous dire c'était nous... les oppositions, vous allez parler du FCDB. Non, arrêtez. Moi, je crois que... Ça sera votre opinion. Non, ce n'est pas question d'opinion. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est ma matière. Je suis là-dedans tout le temps. Donc, depuis quand c'est créé encore FC? Non, mais oui, Vigile Avancel. On commence à dire. Non, mais c'est la vérité. Après, oui, ça peut être comme de la dérision, mais c'est la vérité. Saturnet, je sois encore la parole. Donc, nous allons rapidement. Nous sommes dans ce contexte. Je l'ai dit que un parti a dit que d'un jour à l'autre, il pourrait déposer son dossier. On peut justifier de cela pour dire bon, allez, c'est pas de notre faute si vous n'avez pas eu votre certificat de non-conformité, mais ne vous attendez pas que les partis de la mouvance disent bon, parce que l'USL, FCB, Restaurer l'espoir, vous n'avez pas eu votre certificat de mise en conformité, nous n'allons pas déposer notre dossier. Et puis, paf. On se pose la question, dans ce cas, qu'est-ce que la Constitution a prévu? Il y a des choses que la Constitution... il y a peut-être un vide juridique. Les élections de suspense, Joël Tchougui? Absolument. L'élection de suspense. Et moi, je disais tout à l'heure à un confrère que l'élection va s'organiser si les uns et les autres ne déchantent pas et que les uns les autres ne rabaissent pas un peu leur ego surdimensionné, ne revoient pas un peu à la baisse leur appétit dans ce jeu. Et mouvancier et opposition, on doit pouvoir le savoir. Et vous savez que on peut organiser une élection avec une opposition fabriquée. On a déjà assisté à ça dans beaucoup de pays. Et ça va se faire. Si ça se fait, les pays où ça s'est déjà passé, tout le monde voit que, écoutez, c'est une opposition fabriquée. Je dois encore vous rappeler la dernière élection qui a vu Fatal Sisi en Égypte remporter royalement encore son mandat avec des opposants fabriqués. Est-ce qu'on doit encore vous rappeler ça? Donc, même au Sénégal, là tout près, il y a encore des opposants fabriqués parce que les principaux challengers ont été déboutés du jeu électoral. Donc, c'est pour vous dire que, un peu comme Vigile vous l'a dit, nous avons des éléments qui corroborent un peu aujourd'hui les argumentaires que nous évoquons. Et malheureusement, il revient pour les opposants actuellement, comme je le dis, et puis d'autres acteurs et mouvanciers et opposants de s'asseoir, de discuter autour de la table. Contrairement peut-être à Saturnin, moi je pense que cette séance de ce soir sera donc aura une force.
au Burkina Faso parce que le chef de l'État, c'est deux camps. Hein. Il n'y a pas Rapidement. Le chef de l'État, c'est le seul capitaine à bord de son bateau. Et il peut décider autrement. On peut prendre des résolutions ce soir. Et il convoque sa majorité demain matin très tôt. Ils s'entendent. Ils organisent une autre séance avec, cette fois-ci, les autres forces de l'opposition élargies. Et on pourra sortir de l'impasse. Sinon, l'élection aura lieu, mais avec les deux chevaux du chef de l'État et avec un parti de l'opposition FCDB. Merci beaucoup à vous, Joël Djogwe. Merci également. Attendez, c'est déjà la fin. Si vous allez à une rencontre internationale à Dakar, vous allez dire ça, que FCDB est un parti de l'opposition. Comme ça, nous allons revendiquer son statut d'opposition. Le parti titulaire de l'opposition. Oui, mais dites, vous essayez de mettre, et ça marche, de mettre dans les têtes. Vous essayez de mettre dans les têtes des gens, peut-être inconsciemment, que FCDB. On se donne encore rendez-vous demain pour un autre numéro de votre émission intégrale. Mohamed Eliamedi, merci à vous et bonsoir chez vous.